Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Bienvenue à Big. Je suis Élodie Hainaut, j'ai en charge la valorisation de l'offre au sein de BPI France Université. Alors BPI France Université accompagne la montée en compétences des dirigeants. Il est allumé. Mais il est bien allumé, c'est pour ça que je vous invite à vous connecter via l'application d'ailleurs. Et avec des écouteurs, vous entendrez mieux effectivement que via le micro. Donc BPI France Université accompagne la montée en compétences des dirigeants et d'entreprises et leurs équipes avec des formations en présentiel et en digital sur tous les thèmes liés au développement et au management de leur entreprise. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'être aux côtés de Valérie Bachet, donc, qui est cofondatrice de Minéo, qui accompagne et conseille les entreprises dans la transformation durable. Et elle va vous parler aujourd'hui d'un enjeu crucial qui est le changement climatique et comment utiliser le cadre de la réglementation pour passer à l'action. Donc on est ensemble 45 minutes. On aura un temps d'échange à peu près de 10-15 minutes à la fin de la session où je vous inviterai à poser toutes vos questions à Valérie. Je te laisse Valérie. Merci beaucoup Élodie. Je rappelle que pour bien entendre, il est mieux de se connecter à l'application pour avoir le son. Bonjour à tous et merci de passer ces 45 minutes avec nous aujourd'hui. On va parler donc de changement climatique et de comment utiliser le cadre de la réglementation pour pouvoir passer à l'action. On va déjà se mettre d'accord sur le sujet, de quoi parle-t-on ? Comment utiliser le cadre réglementaire pour en fait aider à structurer la démarche et puis surtout comment agir, anticiper et passer à l'action. Je suis Valérie Bachet, je suis cofondatrice du cabinet Minéo. On accompagne en effet les PME et les ETI sur leur sujet de durabilité au sens large, à la fois financière et extra-financière parce que les deux sont intimement liés. Et on a la particularité en fait de le faire avec le langage du dirigeant, avec le pragmatisme du dirigeant et avec l'expérience de dirigeant parce qu'on est pour la plupart des anciens dirigeants d'entreprise nous-mêmes. Et donc moi en l'occurrence j'étais dirigeante d'entreprise dans l'industrie de la santé avec pas mal d'usines, certaines qui ont été inondées, certaines qui ont été submergées par un tsunami au Japon. Voilà, donc tout ça, ça arrive. Et aujourd'hui, je suis également administratrice indépendante d'un groupe de cartonnerie. Et je pense que vous pouvez comprendre que cartonnerie est particulièrement exposée aux risques climatiques et qu'en tant que membre du conseil d'administration, je peux vous dire que les conseils d'administration aujourd'hui se penchent vraiment sur ces sujets-là. Donc, je vous propose de commencer avec essayer de clarifier un petit peu de quoi nous parlons aujourd'hui. Je pense que vous avez remarqué que le changement climatique aujourd'hui, ce n'est plus une vue de l'esprit. C'est déjà devenu une réalité. Vous avez ici la carte de la France et vous voyez à la fois la diversité des événements climatiques et aussi leur répartition un peu partout en France. Alors je ne sais pas d'où vous venez, où vous passez vos vacances, mais vous voyez que toutes les régions sont à peu près concernées par des événements climatiques. Des événements climatiques qu'on estime coûter entre 5 et 6 milliards d'euros par an. Alors pour référence, ça fait à peu près 2 jours fériés. Parce qu'on connaît maintenant la référence. Et donc, vous voyez la diversité des événements climatiques. Vous vous souvenez probablement des inondations dans le nord de la France. Vous vous souvenez probablement des méga-feux, que ce soit dans les Landes ou dans le sud-est de la France. Et puis vous vous souvenez probablement surtout, parce que c'est un sujet d'actualité, hier soir pendant la cérémonie du Ballon d'Or, une partie de l'équipe du PSG n'était pas là, parce que le match PSG-OM devait avoir lieu le dimanche soir, mais pour cause d'inondation et d'intempéries, il a dû être reporté au lundi. Vous voyez à quel point aujourd'hui ça affecte toutes les dimensions de notre économie. Et ça affecte aussi nos calendriers et nos agendas, y compris pour le sport. Et puis bien évidemment, quand on regarde ça, les entreprises sont en première ligne. Alors je pense que vous avez tous vu des images d'inondations. Je ne les souhaite pas pour vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà vécu des événements climatiques dans ses usines ?
Non, pas pour l'instant. En tout cas, c'est quelque chose qui est devenu une réalité pour un certain nombre d'entreprises. Et notamment là, vous avez l'image des inondations en Haute-Loire qui ont fait que certaines entreprises n'ont pas pu redémarrer pendant 10 ou 15 jours. C'est difficile d'arrêter une activité pendant 10 ou 15 jours. C'est difficile de perdre une bonne partie de ses stocks. Je n'ai pas besoin de vous faire les calculs en termes de compte de résultats ou en termes de bilan. Mais forcément, ça coûte beaucoup et c'est difficile de se relever de ce genre d'événements climatiques. Il va falloir s'habituer aux drones qui passent. Alors on peut se dire, ça n'arrive qu'aux autres ou ça n'arrivera pas à moi. C'est arrivé à Porsche, une entreprise a priori plutôt bien organisée, qui n'a pas pu produire pendant quelques jours parce que son fournisseur d'aluminium était inondé en Bavière. C'est arrivé à Volkswagen, qui a perdu une production de 40 000 voitures. C'est arrivé aussi, si vous travaillez dans les technologies et que vous aviez besoin de semi-conducteurs, vous vous souvenez peut-être qu'à un moment donné, à Taïwan, à cause du stress hydrique, la production de semi-conducteurs n'a pas pu avoir lieu et a été réduite de 50% pendant quelques semaines. Et puis, c'est aussi le cas dans l'agriculture, avec des rendements agricoles qui peuvent être réduits de plus de 20%, comme ça a été le cas en 2022. Donc, vous voyez que, directement ou indirectement, le climat devient un enjeu financier et stratégique pour les entreprises. Alors, où en est-on ? On parle beaucoup de l'objectif de 1,5 degré. Et on doit vraiment se pencher sur cette question-là et se dire, en tant que dirigeant, dans quel futur dois-je me projeter ? Alors, vous le savez peut-être, cet objectif de 1,5 degré, il commence à être fortement compromis. On travaille aujourd'hui sur des trajectoires pour la France qui se réchauffent plus vite que le reste de la planète, plutôt sur 2,7 degrés en 2050 et 4 degrés en 2100. D'où le fait qu'aujourd'hui, le gouvernement français ait travaillé sur une trajectoire de référence de réchauffement climatique et vous permettre de travailler sur des scénarios climatiques basés sur cette référence-là. Qu'est-ce que ça veut dire, ce réchauffement climatique ? Concrètement, ça veut dire qu'à Paris, on aura le climat de Montpellier. Et vous vous rendez bien compte qu'en disant ça, ce n'est pas seulement un changement vestimentaire dont il est question, mais c'est un changement d'organisation, de vie, de cadre. Paris est extrêmement minéral et donc très peu adapté à une augmentation de température de cette magnitude-là. Ce changement climatique, c'est un enjeu pour les entreprises qui doit être aussi abordé dans une approche systémique. Vous le savez peut-être, on parle de limites planétaires. Il y a d'autres limites planétaires que le changement climatique. Et donc, au moment de réfléchir sur les impacts sur votre modèle d'affaires ou sur les impacts sur vos risques, vos stocks et autres, il faut aussi garder à l'esprit que, par exemple, la santé des sols est aujourd'hui dégradée déjà à hauteur de 70%, que le cycle de l'eau peut être problématique et vous voyez de plus en plus d'arrêtés préfectoraux pour des entreprises qui ne peuvent plus opérer. On accompagne par exemple une blanchisserie. Il y a eu pas mal de blanchisseries sur les années passées qui n'ont pu opérer pendant quelques jours à cause du stress hydrique. Et puis le sujet qui est un petit peu moins connu et pourtant qui risque d'être le plus important à l'avenir, c'est celui de la biodiversité, avec une étude de la BCE qui dit que 75% des entreprises européennes sont dépendantes de la biodiversité. Alors je sais que c'est toujours difficile de se projeter dans l'avenir et d'imaginer ce que ça veut dire. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, le changement climatique, c'est déjà une réalité. Et la question à se poser, c'est comment avancer sur ces sujets-là quand je dirige une entreprise, comment appréhender ces sujets. Et il se trouve que le cadre réglementaire, en fait, peut être une bonne aide. Pourquoi ? Parce qu'il apporte une structure, il apporte un cadre que vont utiliser la plupart des entreprises. Il apporte un langage commun qui peut être très utile. Alors, on est d'accord, il y a un petit peu un imbroglio normatif, il y a une superposition des normes, c'est beaucoup discuté en ce moment. Mais si vous avez 3 éléments à retenir, c'est ces 3 décrets, lois et directives qui sont présentés ici. Le premier décret,
c'est le décret BGS, donc pour bilan des émissions de gaz à effet de serre, celui qui demande à toute entreprise de plus de 500 salariés de réaliser un bilan carbone scope 1, 2, 3. Je pense que celui-là, vous le connaissez. J'espère que la plupart d'entre vous, vous avez déjà réalisé votre bilan carbone. Vous vous posez peut-être des questions sur la qualité de la data sur le scope 1 et sur le scope 2 et comment vous allez faire pour pouvoir agir sur ce fichu scope 3. Vous êtes d'accord? C'est à peu près là où on en est. Et puis là-dessus, devoir travailler sur un plan de décarbonation qui soit à la fois réaliste, prenne en compte peut-être votre croissance, voire votre hypercroissance, et soit capable en fait de rentrer correctement dans votre PNL, c'est-à-dire ne pas rajouter trop de coûts et quand même réussir à générer quelquefois des économies, comme des économies de coûts d'énergie. La deuxième loi, c'est la loi Pacte. Une loi qui est essentiellement connue pour le fait de pouvoir passer entreprise à mission, d'inscrire sa raison d'être dans les statuts, qui est assez méconnue pour le fait qu'elle exige, c'est une loi, que toute entreprise depuis 2019 prenne en compte dans son objet social les enjeux sociaux et environnementaux. Donc ne soyez pas surpris si vous n'êtes pas au courant. En général, quand j'en parle, peu de chefs d'entreprise sont informés que depuis 2019, toute entreprise est censée prendre en compte ses impacts et ses enjeux sociaux et environnementaux. Ce qui voudrait dire, par exemple, que vous ayez au moins mesuré, diagnostiqué ce que provoque l'entreprise en termes de conséquences, positives ou négatives, sur la société et sur l'environnement. Donc, avoir fait une feuille de route RSE, par exemple, serait bienvenu, ou être capable de sortir quelques indicateurs, à la fois sur le social et l'environnemental, serait bienvenu, puisque depuis 2019, ça fait partie de la loi. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de jurisprudence, rien ne s'est passé à aujourd'hui, mais la loi doit être respectée. Et puis, le dernier sujet, je pense que vous en avez tous entendu parler, enfin j'espère, de la CSRD. Alors, elle a fait couler beaucoup d'encre. Objectivement, elle a été un petit peu dévoyée de son esprit. L'esprit de départ, c'était de se dire les enjeux climatiques et sociétaux vont devenir un enjeu majeur pour les entreprises européennes. Vous avez vu les chiffres sur la biodiversité, sur la santé des sols, sur l'eau et sur l'environnement. Comment faire pour préparer l'ensemble des entreprises européennes à travailler sur ces sujets et à faire que les flux financiers de l'Europe et d'ailleurs vont venir alimenter ces activités et ces investissements pour faire plus attention à l'environnement et faire plus attention au social. C'est aussi se rendre compte que les entreprises sont impactées et quelquefois négativement en termes de risques si elles ne prennent pas en compte ces enjeux climatiques, par exemple. Et donc la CSRD, au départ, c'était, au contraire de ce qu'on dit aujourd'hui, c'était essayer de rendre les entreprises européennes plus robustes et plus compétitives par rapport au reste du monde. Alors il se trouve que l'application de la CSRD est devenue très compliquée. Au départ, on avait une matrice de priorisation des enjeux de durabilité qui s'appelle matrice de double matérialité, qui permettait notamment à des PME et des ETI de choisir 3 ou 4 sujets sur lesquels se concentrer, faire des plans d'action et choisir des indicateurs adaptés à ces plans d'action. Bon, c'est devenu quelque chose d'un petit peu plus monstrueux dans son application, mais à la base, la CSRD, c'est ça. Et donc aujourd'hui, depuis l'an dernier, vous avez un projet qui s'appelle Omnibus et qui va essayer de revenir à l'esprit de la loi de départ, quelque chose qui doit rester appréhendable par toute typologie d'entreprise et qui doit permettre à toute entreprise finalement de se poser les bonnes questions et de bien prioriser ses sujets. Alors je vais passer juste un petit peu de temps là-dessus pour clarifier où on en est aujourd'hui. Donc c'est la Commission européenne qui est en train de travailler là-dessus. Elle a déjà décidé à aujourd'hui que les entreprises qu'on dit de la vague 2, c'est-à-dire celles qui n'ont pas encore émis leur premier rapport de durabilité CSRD, d'avoir 2 ans de plus pour pouvoir émettre ce rapport. Donc si vous avez plus de 250 salariés, 50 millions d'euros de CA
ou 25 millions au bilan, 2 des 3 critères sur 2 années consécutives, à aujourd'hui, la loi dit vous devez reporter le reporting CSRD en 2028 sur les données 2027. Ça, c'est acté. Maintenant, il y a 2 autres sujets qui sont en discussion et qui devraient être actés aussi. Le premier, c'est de relever les seuils, et notamment le seuil du nombre de salariés. Donc, ce qui se dit en ce moment, ce serait de relever le seuil à peu près 1000 ETP, tout en gardant les 2 autres seuils, mais le seuil des salariés serait discriminant. Donc, si aujourd'hui, vous avez une entreprise qui est en dessous de ce seuil de 1000 salariés, vous ne seriez plus éligible à la CSRD. Et le dernier point, c'est simplifier ce qu'il faut reporter. Alors le catalogue d'indicateurs de 1100 et quelques data points, ça fait couler beaucoup d'encre. Il devrait être réduit de plus de 50%. Et il devrait permettre, encore une fois, de faciliter le choix des indicateurs et d'éviter un nombre d'indicateurs totalement à la fois indigeste et de toute manière dont on n'est pas capable de faire le suivi, donc ça ne sert pas à grand-chose. Donc l'idée vraiment, c'est de revenir à l'esprit initial, faire une matrice de double matérialité, se dire j'ai 3-4 enjeux prioritaires et puis trouver des indicateurs qui montrent que mes plans d'action vont avancer. Tout ça, on devrait avoir une confirmation d'ici à la fin de l'année. Donc, suivez bien ce qui va se passer parce que d'ici à la fin de l'année, la Commission européenne et bien évidemment après le Conseil de l'Europe et le Parlement vont voter sur ces sujets-là et acter à la fois la simplification des standards qu'on appelle ESRS et puis les seuils d'éligibilité. En tout cas, dans la CSRD, il y a un sujet d'enjeu climatique qui, lui, quoi qu'il arrive, va rester. Et puis le deuxième point, c'est, vous en avez peut-être entendu parler, sous la CSRD, il y a en fait un standard volontaire qui a été créé, qui est beaucoup plus abordable et compréhensible que les textes de la CSRD, qui fait seulement quelques dizaines de pages et pas 500, qui s'appelle le VSME, alors VSME pour Voluntary Small and Medium Enterprises, qui est un standard qui va être probablement utilisé par beaucoup d'entreprises, si ce n'est toutes les entreprises, pour pouvoir répondre à des demandes de donneurs d'ordre, à des demandes de banques, à des demandes d'investisseurs. Donc, quoi qu'il en soit, il va falloir travailler sur ce reporting de durabilité et notamment pouvoir reporter sur les sujets climatiques. Alors, quel est le cadre réglementaire sur la partie du changement climatique ? La première demande, c'est de mesurer son impact sur le changement climatique. Donc, en quoi je participe au réchauffement climatique. Et pour ça, c'est déclarer son bilan carbone, scope 1, 2 et 3. Sur les VSME, le scope 3 sera peut-être volontaire ou indicatif. En tout cas, il faut avoir fait son bilan carbone. Et ma recommandation, c'est à partir du moment où vous faites votre bilan carbone, autant faire la totale pour avoir le plus d'informations possible et surtout pouvoir affiner et ajuster la donnée, la rendre de plus en plus crédible au fur et à mesure des exercices. La deuxième chose, c'est de pouvoir comprendre et de cartographier ces risques climatiques. De la même manière qu'on fait une cartographie des risques au niveau de la gouvernance d'une entreprise, on doit intégrer une cartographie des risques climatiques. Et ça fait partie du travail de réalisation de cette matrice de double matérialité, que je préfère appeler une matrice de priorisation des enjeux de durabilité. Et puis, c'est à mettre dans le rapport donc, volontaire pour les PME, et ce serait également à mettre dans la CSRD, dans le standard E1. Alors une fois qu'on a mesuré, une fois qu'on a compris cartographier, bien évidemment, il y a un autre pendant qui va être, et vous en faites quoi de cette information-là? Comment vous agissez à la fois pour atténuer, ça c'est donc le plan de décarbonation. Je pense qu'il y en a un certain nombre d'entre vous qui ont déjà commencé à travailler là-dessus. Et puis le sujet qui est peut-être un peu plus nouveau, c'est comment s'adapter. Qui va être de travailler sur un plan d'adaptation. Alors de temps en temps, on entend aussi plan de résilience.
par rapport à ces risques climatiques et finalement la pérennité de votre modèle d'affaires. Et si le réglementaire ne suffit pas, vous allez voir, je pense que vous le vivez déjà aujourd'hui, que vous avez un certain nombre de banques qui vous incitent fortement à travailler sur ces sujets-là. Alors non pas parce qu'elles sont tout d'un coup philanthropiques et qu'elles veulent sauver la planète, hein, même si probablement beaucoup de gens à l'intérieur de la banque souhaitent le faire, mais parce que c'est aussi un intérêt financier et de modèle d'affaires pour la banque. C'est-à-dire que si aujourd'hui une banque n'est pas capable d'évaluer les risques financiers qu'encourt une entreprise parce qu'il y a des enjeux climatiques, elle a un problème de modèle et de construction de ces scénarios. Si les actifs sont mal valorisés, ça lui pose également des problèmes dans ses calculs. Et aujourd'hui, elle a déjà développé, la plupart des banques ont déjà développé un certain nombre de financements avec des prêts bonifiés en fonction de l'avancement que vous faites sur votre bilan carbone, sur votre plan de décarbonation, sur les enjeux climatiques ou la RSE de manière plus large. Et elle vous invite à travailler sur les enjeux climatiques parce qu'à terme, l'idée, c'est que ça devienne un critère de décision de financement ou pas. Je vois qu'il y a quelques représentants de banques qui nous écoutent et je sais qu'en effet, c'est tout à fait le cas et c'est un sujet vraiment d'actualité pour les banques. Vous avez également les investisseurs, si vous avez des fonds capital. Vous voyez à quel point, bon alors il vous embête un petit peu avec un questionnaire ESG à rallonge, on va espérer qu'il va raccourcir, mais surtout il commence à vous interroger sur les enjeux de durabilité et les enjeux climatiques. Pourquoi ? Parce que ça fait partie maintenant d'une valorisation de l'entreprise. Aujourd'hui, une entreprise qui n'a pas travaillé sur ces sujets ESG, on met une dette technique pour diminuer la valorisation. Donc ça devient important. Il y a des premières études aussi qui montrent qu'une entreprise qui s'est engagée sur ces sujets-là a un multiple qui est augmenté de 6 à 7%. Et puis, au cas où vous travaillez, vous n'avez pas besoin de banque et vous n'avez pas besoin de fonds, ça arrive, il y en a, vous avez quand même de toute manière des clients. Et dans vos clients, vous avez peut-être des grands donneurs d'ordre qui eux-mêmes travaillent sur ces sujets-là, qui eux-mêmes ont besoin de savoir à quel point leur fournisseur peut résister à des événements climatiques ou est fragilisé par ces événements climatiques et vous demandent de travailler et de rendre compte quelque part sur votre niveau de vulnérabilité par rapport à ces sujets. Donc vous voyez qu'en disant tout ça, le climat, ce n'est pas une affaire de reporting ou que de reporting, mais c'est aussi une affaire de robustesse des modèles d'affaires. Alors, pour aborder cette stratégie climat, en fait, il y a donc deux sujets dans le sujet. Il y a le sujet de la décarbonation, comment je vais agir sur les causes du phénomène. Et je vais faire un bilan carbone et un plan de décarbonation. Ça, c'est un sujet qui commence à être connu. Donc, je vais plutôt me pencher sur le sujet de l'adaptation, qui est un sujet encore plus important parce que c'est quasiment maintenant une condition de survie de certaines entreprises. Et ça va être comment je peux préparer, anticiper mon entreprise aux conséquences du phénomène. Alors pour ça, je vais vous présenter des choses que vous connaissez, que vous voyez à la télévision de plus en plus tous les jours. Ce sont les aléas climatiques. Alors les aléas climatiques, ils ont toujours existé. Moi, je suis née en pleine période de sécheresse. Je pense que vous avez déjà vécu dans vos lieux de vie des submersions, des inondations. Tout ça, ça a déjà existé, on dit de mémoire d'homme. La différence, c'est que, en tout cas, quand j'étais plus petite, il y a quelques années, par exemple, le petit grêlon, là, on s'émerveillait quand c'était un œuf de pigeon. Après, on s'est dit, ça ressemble à une balle de ping-pong. Après, on se dit, ça a la taille d'une balle de golf. Et puis là, on en est à se dire, ça va bientôt avoir la taille d'une balle de tennis. Donc le sujet, c'est que les aléas climatiques, même s'ils ont toujours existé, ils sont à la fois de plus en plus fréquents et de plus en plus intenses. Et ça veut dire quoi pour une entreprise? Ça veut dire que ça devient un enjeu stratégique de se poser des questions à la fois sur ses opérations propres, mais aussi l'amont et l'aval de mes opérations. Et comment mes opérations propres, l'amont et l'aval, sont exposées à ces aléas climatiques.
Et est-ce que je risque de perdre du stock? Est-ce que je risque de devoir arrêter mon activité pendant quelques jours? Est-ce que ça va provoquer une perte de clients parce qu'ils vont aller rapidement chez le concurrent parce qu'ils n'ont pas d'autre choix? Qu'est-ce qu'il en est aussi de l'image de mon entreprise, notamment vis-à-vis de mes donneurs d'ordre, si je n'ai pas travaillé sur ces sujets-là? Et aujourd'hui, il y a déjà une étude qui montre que les dirigeants d'entreprise estiment que l'impact financier des enjeux climatiques se passe surtout au niveau du revenu, à 40%, mais aussi sur la valorisation de l'actif et sur les coûts directs et indirects. Donc la plupart des chefs d'entreprise sont conscients que ces enjeux-là ont un impact financier direct à la fois sur le compte de résultat et sur le bilan. Alors une fois qu'on a compris ça, comment agir? Pour ça, il faut poser un petit peu et cadrer les choses. Donc, pour définir un risque climatique, on va repartir de la notion d'aléa. On va prendre l'aléa qu'on connaît bien tous, la vague de chaleur. Et puis, je vais regarder mes sites et il se trouve que j'ai un site qui est en vallée du Rhône. La vallée du Rhône est exposée à la vague de chaleur. Donc, j'ai un site qui a une exposition à un aléa qui est une vague de chaleur. Mais ce site, s'il est exposé à la vague de chaleur, n'est peut-être pas vulnérable. Pourquoi? Parce que j'ai un stock de carton, il peut faire 50 degrés, mon stock de carton ne va pas bouger. Par contre, c'est peut-être pas un stock de carton que j'ai, peut-être que c'est la production de microbiotes avec des bactéries qui ont besoin de rester à une certaine température, sinon elles meurent. Voilà. Donc, ce n'est pas le même niveau de vulnérabilité, même si l'exposition des sites peut être la même. Donc, c'est important d'avoir ces trois facteurs. Le facteur de quel est l'aléa climatique dont on parle, à quel point mon site ou les sites de ma chaîne de valeur sont exposés, et à quel point ces sites et les processus que j'ai à l'intérieur de ces sites sont vulnérables. Alors, il se trouve qu'on a... On a une taxonomie comme classification. Des aléas climatiques proposés par la Commission européenne. Ils sont au nombre de 28. Alors, vous ne les connaissez pas tous, mais en gros, ils sont répartis entre des phénomènes liés à la température, liés au vent, liés à l'eau et liés aux masses solides. C'est-à-dire les masses solides qui peuvent bouger, qui peuvent se rétracter, qui peuvent gonfler, qui peuvent se fluidifier. Et puis, le deuxième critère, c'est la différence entre des aléas chroniques et des aléas extrêmes. Les aléas extrêmes, on les a tous en tête. C'est des aléas qui arrivent soudainement, une fois, et dont on se souvient tous. Les aléas chroniques, c'est un peu la grenouille dans la casserole. Hein, il fait chaud, il fait de plus en plus chaud, mais pour l'instant, tout va bien. Et en fait, c'est par exemple le stress thermique qui augmente, c'est la variabilité des températures qui augmente. Vous voyez à quel point on gagne plus 10 ou moins 10 degrés d'une journée à l'autre. Et donc, c'est important de comprendre qu'il y a ces deux effets-là et qu'il faut bien travailler sur ces deux effets. Je pense que c'était le slide le plus technique de la présentation. Voilà. Donc, bien comprendre qu'il y a une liste d'aléas qui existe et sur laquelle on peut se reposer. Comment on fait une fois qu'on a ça? On va lister ces sites à la fois de ses propres opérations, de ses fournisseurs stratégiques. Vous n'allez pas choisir tous vos fournisseurs. Hein. Vous faites du Pareto, 80-20, et puis vous prenez ceux qui ont un matériau critique sur lequel vous avez vraiment besoin de savoir s'il est solide ou pas. Vous allez aussi regarder les processus à l'intérieur de ces sites. Parce que comme je le disais, si c'est une vague de chaleur et que mon stock n'est pas du tout sensible à la chaleur, bon, quelque part, il n'y a pas de sujet. Par contre, si j'ai beaucoup de personnes à l'intérieur de ce site qui travaillent et qu'il y a une vague de chaleur, j'ai peut-être quand même un sujet. Donc, je regarde les sites et j'analyse leur exposition. Je vais accélérer un petit peu. Et puis, je vais travailler sur la vulnérabilité de ces sites et des processus que j'ai à l'intérieur de mes sites. Donc, à quel point mon site est exposé ou le site de mon fournisseur est exposé et à quel point ces processus à l'intérieur sont vulnérables à l'aléa climatique.
Ça va me donner un niveau de risque qui va ensuite me permettre d'agir sur un plan d'adaptation. Donc c'est toujours la même chose, hein. Je fais un diagnostic. Par contre, pensez bien à regarder l'ensemble de vos sites et la chaîne de valeur. Et je travaille sur mon plan d'adaptation. On a fait ça avec pas mal d'entreprises. Là, c'est l'exemple d'une entreprise industrielle qui fait de la publicité sur le lieu de vente. C'est des mobiliers éphémères qui vous incitent à consommer plus. Donc, il y a peut-être aussi un sujet de modèle d'affaires. Et là, l'idée, voilà, c'est très simple. On localise les différents sites. On utilise des outils qui sont soit en open source, soit développés par des compagnies d'assurance ou autres. Et puis, on va dire sur chacun de ces sites, voilà les aléas climatiques plus ou moins importants et le niveau d'exposition. On se projette à 2050, on choisit le scénario climatique en général le plus important pour faire cette projection. Et à l'intérieur des sites sur lesquels il y a un sujet d'exposition, pas tous, hein, on va travailler sur les processus et imaginer à quel point les processus sont vulnérables. Ce qui fait que typiquement, une entreprise de PLV n'avait peut-être pas réalisé qu'en cas de vague de chaleur intense, la propriété des peintures n'est plus la même et donc ils ne peuvent plus peindre leur mobilier de PLV de la même manière. Voilà ce que ça peut donner. Et puis surtout, c'est un travail qui permet de sensibiliser les équipes à ce sujet-là, de faire que même le dirigeant relève la tête du guidon et se dit j'ai quand même un vrai risque d'inondation et je vais devoir quand même vraiment travailler sur l'isolation de mes bâtiments. Et puis, ça permet d'intégrer la dimension climatique dans des projets d'une nouvelle usine, dans des projets d'acquisition. Et peut-être que la valorisation de l'entreprise cible que vous avez en tête vaut un petit peu moins ou a des vrais soucis de valorisation de ses actifs. Donc pour intégrer ça dans son entreprise, il faut se poser des questions sur son modèle d'affaires. À quel point mon modèle d'affaires est-il pérenne en fonction de l'avenir de ces enjeux climatiques? Pourquoi aussi? Parce que ça peut amener à changer l'évolution de consommation. Hein, vous voyez ce qui peut se passer en ce moment avec des chiffres comme d'ici à 2050, je crois qu'il y a 60% de consommation de vin en moins, par exemple. Que se passera-t-il par rapport à la viande rouge? Que se passera-t-il par rapport à d'autres évolutions de consommation? Donc se poser des questions par rapport à ce modèle d'affaires, aussi par rapport à des réglementations. Intégrer ces sujets-là au niveau de votre gouvernance, faire une cartographie des risques, faire un plan de continuité d'activité qui intègre ces sujets. Assurez-vous que vous avez les compétences, soit externalisées, soit en interne, mais posez-vous la question de ces compétences-là. Et comment vous allez structurer ce sujet? Où vous allez le placer au sein de l'entreprise? Au niveau des opérations, c'est se poser des questions par rapport à ces matériaux critiques, par rapport à ces fournisseurs. Est-ce qu'il faut que j'aille chercher d'autres fournisseurs pour gérer mon niveau de risque? Et puis au niveau de la finance, c'est comment tout ça, ça rentre dans mon compte de résultat, dans mon bilan. Et est-ce que par hasard, je ne devrais pas relire mon contrat d'assurance? Vous avez la possibilité de faire des petits calculs magiques, comme on fait des taux de rendement. Là, vous pouvez vous dire, tiens, je vais mesurer en fonction de l'exposition, de la vulnérabilité, la probabilité que ça arrive. Si j'ai 20 millions d'euros de stock qui sont à risque, ça représente peut-être 10 millions de marge si je les vends. Je multiplie par la vulnérabilité, par la probabilité, ça va me donner un chiffre qui donne une première mesure. Vous mettez en rapport le coût, par exemple, si c'est une inondation pour des stocks, de la surélévation des stocks, peut-être que ça vous coûte 30 000 euros. Si le risque financier était de 50 000, le calcul est vite fait. Je vais peut-être penser à surélever mes stocks et donc éviter d'avoir une telle situation, qui sont donc des situations qui arrivent aujourd'hui. Et puis pour finir, réalisez qu'en fait, si vous travaillez sur l'adaptation, vous allez finalement travailler sur beaucoup d'autres bénéfices. Je vais juste citer le dernier exemple, et si vous voulez avoir pas mal de bons exemples, lisez le rapport de l'ADEME sur ces sujets-là. Le dernier exemple qui est l'entreprise Everest, qui donc travaille dans l'isolement, et là c'est un cas d'isolement des combles, donc je mets de la laine de verre au niveau des combles, il va faire 50 degrés. Ils avaient vraiment un problème de conditions de travail, ils ont travaillé là-dessus, ils ont investi dans des
gilets réfrigérants, ils ont investi dans des montres connectées qui mesurent la température du corps, ils ont changé les horaires de travail. Et comme résultat, vous allez comprendre tout de suite, ils sont passés de 16 à 17 jours d'arrêt de travail par an par collaborateur à 3 à 4. Bon, pas la peine de chiffrer, vous comprenez à quel point ce sujet change les choses. Donc, pour conclure, vous voyez que le changement climatique, c'est aujourd'hui, ça va accélérer demain. Il est important d'utiliser le cadre de la réglementation pour structurer la démarche, se poser les bonnes questions, poser les bons diagnostics et surtout passer à l'action. Parce que l'idée de l'adaptation, c'est aussi de pouvoir le faire dans le temps, de lisser les différents investissements pour que tout ça, ça rentre aussi dans votre durabilité financière de votre entreprise, qui reste quand même le premier objectif à remplir, sinon tout ça n'a pas beaucoup de sens. Voilà, je vous remercie. Je vais passer la parole à Élodie. Je suis presque. Merci beaucoup Valérie pour toutes ces informations et ces rappels. Il est effectivement bon de rappeler que le changement climatique concerne vraiment toutes les entreprises et que ça peut devenir un enjeu stratégique et financier pour toutes les entreprises. Alors, est-ce que vous avez des questions? Des questions ou des partages d'expériences aussi? Bonjour, moi je travaille à la Commission européenne justement sur ce sujet et clairement il y a une option très positive d'une solution pour calculer les empreintes carbone des produits et des entreprises qui soit vraiment très simple à mettre en place, très peu coûteuse par les entreprises. Ça simplifierait le CSRD. Et en plus, ça serait vraiment un bon vecteur pour beaucoup mieux mobiliser les finances vertes pour les investissements de décarbonation, puisqu'actuellement elles ne sont pas bien mobilisées. Et aussi beaucoup mieux mobiliser les achats publics pour les produits décarbonés, quoi. Ça serait bien plus positif. Il y a vraiment une très bonne solution aussi pour qu'on fasse la décarbonation au niveau mondial, parce qu'il faut bien avoir en tête que là, les mesures actuelles de décarbonation dans l'Union européenne, elles ne font pas réduire les émissions carbone au niveau mondial qui continuent à monter à la même dynamique. Et par ailleurs, elles sont négatives sur notre base industrielle, quoi. Et donc là, il y a une mesure vraiment très efficace à mettre en place en complément pour que ça soit des effets très positifs sur notre réindustrialisation, le développement de nos innovations, le pouvoir d'achat des ménages, les finances publiques des États membres et la décarbonation au niveau mondial de manière rapide et efficace. Je pourrais vous en parler, quoi. Et ce sera disponible quand, cet outil peu coûteux qui permet de mesurer? Alors, clairement, il faut que je vous en parle parce que beaucoup des directions générales sont bien positives là-dessus, mais pour l'instant, ça n'avance pas suffisamment. D'accord. Et il y a un sujet d'ailleurs aussi, c'est que j'en ai parlé aux administrations françaises qui sont très positives là-dessus. La DG Trésor devait faire une simulation et ils ne l'ont pas fait. D'autres instituts aussi sont bien positifs là-dessus. Il faudrait que ça avance, quoi. D'accord. Bah, on va essayer de vous aider. Ça pourrait être une proposition de la France d'ailleurs. Très bien. Merci. D'autres remarques, questions? Alors, parmi les questions qu'on vous pose fréquemment aussi, c'est à quelle fréquence justement on doit réaliser ce diagnostic. À quelle fréquence on se pose les bonnes questions en fait? Bah, pour moi, c'est un exercice de réflexion stratégique. Donc si on se dit qu'un plan stratégique, on se pose dessus tous les 3 ans, l'idée de se poser des questions sur ces enjeux climatiques d'un point de vue adaptation, c'est bien de se les poser tous les 3 ans. Après, le monde en ce moment étant un petit peu VUCA, c'est-à-dire volatile, incertain, complexe, ambigu, je pense qu'il est bien, si vous prévoyez forcément une acquisition, une extension d'usine, ou si vous posez des questions par rapport à la prochaine canicule, à un moment donné, il faut gérer ses priorités. Mais essayez toujours de prendre le temps de poser les sujets et de les prioriser. Parce que je vois beaucoup d'entreprises qui font beaucoup de petites choses et qui ont du mal à structurer la démarche. C'est mieux de structurer, de faire quelques plans d'action qui font vraiment la différence, plutôt que d'essayer de tout couvrir. Sur le bilan carbone,
C'est vrai qu'idéalement, c'est bien de pouvoir le faire tous les ans parce que comme ça, on voit sa diminution de plan de décarbonation. Après, vous pouvez quand même, je pense, vous êtes capable aussi de simuler des diminutions en fonction de quelques paramètres. Voilà, il n'y a pas d'obligation à le faire tous les ans. Oui. Merci beaucoup pour cette conférence très intéressante. Est-ce qu'il y a un intérêt pour le scope 4 ? Alors, vous connaissez le scope 4 ? Le scope 4, c'est la compensation, le carbone évité, c'est ça ? Voilà, c'est à peu près ça, si je me souviens bien. En fait, ce qui est intéressant, par exemple, si vous prenez Saint-Gobain. Saint-Gobain, ils vont faire un bilan carbone et donc ils vont mesurer tous leurs impacts parce qu'ils vont utiliser de la silice pour faire du verre et puis ils vont transporter tout ça. Donc vous voyez un petit peu le bilan carbone assez important. Tout ça, ça va se retrouver dans le scope 1, 2, 3 entre les activités directes, indirectes et puis la chaîne de valeur. Mais aujourd'hui, à aucun moment, on prend en compte le fait que si vous utilisez les produits Saint-Gobain qui sont des fenêtres isolantes, voilà, eh ben, ça permet d'éviter de la consommation carbone. Donc, il se pose des questions aujourd'hui sur le fait de se faire un scope 4. Alors, moi, je trouve ça super intéressant parce que plus on est systémique, plus on est juste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce serait bien aussi de pouvoir privilégier quelque part des émissions de gaz à effet de serre qui ont un impact positif sur la réduction des gaz à effet de serre par ailleurs. La problématique, c'est toujours la même chose, c'est la capacité à mesurer. Vous voyez à quel point aujourd'hui le scope 3 est un peu compliqué, un peu débattu, mais je pense qu'on peut au minimum, même si ce n'est pas structuré et mesuré, rappeler que le business model de l'entreprise permet d'éviter un certain nombre d'émissions de CO2. Alors Valérie, est-ce que tu peux aussi nous rappeler les indicateurs, en fait, quels sont les signaux, les indicateurs qui me rappellent que ma démarche est bonne, pour savoir que mon entreprise va dans la bonne direction? Alors, ce qui est important, en fait, c'est d'avoir sensibilisé toutes vos équipes sur le sujet. Pourquoi ? Parce que on se repose souvent sur ce que j'appelais tout à l'heure la mémoire d'homme. Et la mémoire d'homme, de temps en temps, peut être très utile, parce que même les meilleurs scénarios climatiques ne se souviennent pas, eux, qu'il a pu se passer ça ou ça. Et c'est important aussi d'impliquer tout le monde, parce que les personnes qui sont sur le shop floor sont souvent les personnes qui ont les meilleures idées de comment on devrait faire pour sauver ça. Donc le premier indicateur, c'est à quel point les collaborateurs sont sensibilisés et engagés sur ces sujets-là. Après, bien évidemment, vous avez les indicateurs de votre bilan carbone, de votre plan de décarbonation, de est-ce que ça permet de diminuer. Et puis, vous avez votre niveau de vulnérabilité, qui est un autre indicateur qui permet de voir à quel point vous avez travaillé pour être de moins en moins vulnérable. Bonjour, merci pour cette... Oh là, je m'entends. Merci beaucoup pour... C'était très intéressant. Moi, j'avais une question. Vous parlez beaucoup de systémique, mais vous parlez aussi de décarbonation. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres indicateurs à prendre en compte ? Évidemment, ma question n'est pas innocente. Alors, si. C'est-à-dire que si, en effet, on a une approche systémique, ce que je recommande, par exemple, si on est une cartonnerie, le nombre de litres d'eau utilisés par tonne de carton est essentiel. Typiquement, une cartonnerie normale, c'est 6 à 7 litres d'eau par tonne de carton. Et en travaillant sur bassin de rétention fluviale, circuit fermé avec de l'eau de process, on arrive à tomber à 1,5, 1,6 litres. Donc forcément, ça c'est un indicateur. Il y a des indicateurs aussi sur les autres sujets. C'est pour ça que dans la CSRD et même dans le VSME, vous allez trouver les indicateurs classiques à la fois sur le bilan carbone, mais aussi sur l'eau, sur les déchets.
bien évidemment, sur les risques de pollution, mais ça en général, si vous avez une usine qui risque de polluer, vous êtes déjà au courant et vous avez déjà des indicateurs, enfin je vous le souhaite, et puis sur la biodiversité. Le plus compliqué aujourd'hui étant la partie biodiversité. Bien, on arrive à la fin de cette masterclass. Un très très grand merci Valérie. Et c'était très très riche et merci à tous pour votre participation. On va vous laisser aussi les coordonnées de Valérie si vous souhaitez encore vous lui poser des questions. Et puis, bien sûr, je vous rappelle que BPI France Université vous accompagne sur ce sujet avec de la formation. Nous avons plus de 600 ressources qui sont disponibles sur la plateforme de bpifrance-université.fr et ce sont des ressources gratuites. Donc, profitez-en pour vous sensibiliser sur le sujet. Et puis BPI France propose aussi un diagnostic réalisé par des consultants qui s'appelle le Diag Action et dont je vous partage le site juste ici. Voilà, un très grand merci à tous et puis un grand merci à Valérie. Merci Elodie, merci à vous.